C'est vendredi matin, c'est le podcast AWS en français. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les 82 nouveautés de la semaine. Alors, parmi les annonces majeures que j'ai épinglées pour vous cette semaine, c'est évidemment l'arrivée de Claude 3.7 Sonnet dans Bedrock, mais il y a aussi des nouvelles conditions IAM pour Amazon ECS, des copies DMI basées sur le temps, des améliorations dans CodeBuild et dans Cognito qui permettent désormais de personnaliser les tokens d'accès pour les flux d'autorisation machine à machine. Je vous explique tout ça dans plus de détails. C'est le podcast AWS en français. Bonne écoute. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci de vous abonner, de nous écouter et de télécharger le podcast AWS en français. Parlez-en autour de vous, à vos clients, à vos partenaires, à vos collègues, pour faire grandir la communauté. Nous serons d'ailleurs au Summit de Paris, c'est le 9 avril, dans quelques jours, dans quelques semaines déjà. Ça se passera au Palais des Congrès, à la Porte Maillot à Paris. C'est entièrement gratuit. C'est la plus grande conférence Cloud en France. On attend entre 8 et 10 000 personnes tout au long de la journée sur 3 ou 4 étages avec une grande keynote le matin avec Julien Gourouès, le directeur d'AWS France, et Mélane Thomassen qui est la VP Data chez AWS, et puis des tas de breakout sessions, des exposants, nos partenaires qui seront là. Et le podcast AWS en français sera là aussi, puisqu'on aura un petit studio, une table, on va pas dire un studio, une table d'enregistrement, et on enregistrera des épisodes en direct, pendant en tout cas, la partie expo du Summit. Donc venez nous dire bonjour. Comme une semaine sur deux, je passe en revue les nouveautés d'AWS, avec mon biais évidemment, un biais plutôt pour les builders, pour les développeurs, les développeuses que vous êtes, et on va commencer par ça, comme ça c'est fait, un peu de GenAI, après on va parler d'autre chose. C'est le nouveau modèle d'Anthropic, Claude 3.7 Sonnet, qui est maintenant disponible sur Bedrock, et il est apparu en même temps chez Anthropic sur Claude, et puis à la fois dans Bedrock la même journée. Alors évidemment, comme c'est le nouveau modèle, il est mieux que l'ancien, etc. Mais une des choses qui m'a beaucoup amusé, j'ai un peu passé de temps cette semaine et la semaine dernière plutôt pour jouer avec, c'est son mode thinking, un modèle capable de raisonnement. Donc quand on lui demande de faire des choses un peu plus compliquées que simplement faire un chat ou compléter une phrase, quand on lui demande de faire des raisonnements mathématiques, physiques, qu'il y a des problèmes à résoudre, on active le mode raisonnement, et ça se fait par l'API évidemment aussi, et on demande au modèle de détailler son raisonnement pour amener la réponse. Alors ça coûte un peu plus cher, ça prend un peu plus de temps, c'est pour ça que c'est une option qui n'est pas activée par défaut, mais c'est très très amusant de regarder le processus de cheminement, la pensée, avec des énormes guillemets s'il vous plaît, le raisonnement, avec des guillemets s'il vous plaît, de Claude 3.7, et comment il en vient à trouver souvent la bonne réponse. Vous pouvez évidemment essayer ça dans la console de Bedrock. Vous devez activer, n'oubliez pas, les nouveaux modèles. La disponibilité pour le moment, c'est Northern Virginia, donc US East 1, US East 2, Ohio, et US West 2, je crois, Oregon, 1 ou 2, il faudra vérifier, mais Oregon en tout cas, pas encore disponible en Europe, mais voilà, si vous faites des agents, si vous faites du RAG, allez jeter un coup d'œil sur ce nouveau modèle, il est assez étonnant par ses capacités. ECS, un des 17 services AWS qui permettent de déployer des containers, a lancé aujourd'hui 8 nouvelles clés de conditions pour Identity and Access Management. Donc ça vous permet d'écrire des politiques IAM ou des SCP, des Service Control Policy, pour renforcer, pour assurer votre posture en matière de sécurité de vos environnements containers. Donc ces nouvelles conditions, par exemple, c'est Task CPU, Task Memory, Compute Compatibility, ou auto-assign public IP address, ou des choses comme ça. Donc par exemple, avec ces tags, par exemple, allez, on va prendre auto-assign public IP, avec cette clé de condition, vous pouvez écrire des politiques de sécurité IAM pour s'assurer que chaque tâche, donc chaque pod, si je veux parler EKS, mais ça s'appelle une task dans ECS, qui soit démarrée, n'ait pas d'adresse IP publique. Comme vous savez que vous payez les adresses IP publiques à l'heure pour le moment sur AWS, il vaut mieux s'assurer
de cela. Et donc ça vous permet d'écrire des politiques de sécurité qui permettent de faire respecter vos postures de sécurité ou de conformité. Donc des nouvelles clés de conditions IAM sur ECS. EC2, Amazon EC2, le bon vieux EC2 annonce les copies liées au temps pour les EMI. En fait, le challenge que beaucoup de clients ont, c'est vous devez copier, vous faites des EMI qui servent de backup, qui servent de point de départ pour restaurer des infrastructures, par exemple, en cas de désastre. Et puis, évidemment, vous copiez ces EMI dans une autre région, parce que si jamais toute une région venait à disparaître, je touche du bois, ça n'est jamais arrivé, mais vous devez pouvoir redémarrer votre activité à partir d'une autre région. Mais évidemment, si cette copie prend trop longtemps, vous avez un risque opérationnel de ne pas pouvoir redémarrer en cas de panne ou de redémarrer sur une image qui est un peu trop vieille par rapport à vos besoins de RCO, RTO, RPO, etc. Je me perds dans les RO. Mais vous m'avez compris. Et bien donc maintenant, vous pouvez indiquer un temps maximum pour vos copies DMI entre régions, entre 15 minutes et 48 heures, en fonction de vos politiques. Et vous pouvez monitorer l'état de progrès des copies DMI entre régions via EventBridge, via des CloudWatch métriques, etc., pour pouvoir lever des alertes si jamais vos EMI ne sont pas copiés en temps et en heure. Est-ce que ça concerne tout le monde ? Non, ça se concerne vous qui avez des plans de reprise d'activité à partir d'une autre région. CodeBuild a le plein de nouveautés. Je vais en parler de 4 rapidement, mais je n'ai pas tout sélectionné, il y en a encore plus que ça. Ils sont dopés, l'équipe de CodeBuild, ces 2 dernières semaines. Ils ont bien bossé, visiblement. Donc CodeBuild, c'est ce service entièrement managé qui permet de faire tourner vos chaînes d'intégration continue, de déploiement continu, du CI/CD dans le cloud. Alors, allons-y pour les nouveautés. La première, support des... je peux pas le traduire en français, je suis désolé, les manage runners des GitLab self-manage. Oula, c'est compliqué ça. Donc si vous avez un GitLab que vous avez self-manage, donc vous avez votre propre GitLab à vous sur vos instances EC2 et vous le gérez vous-même, c'est ça le self-manage. Eh bien vous pouvez maintenant créer des GitLab runners qui vont s'exécuter dans l'environnement contrôlé et managé de CodeBuild, ce qui vous permettra une intégration entre votre système de gestion de version GitLab et votre système de CI CodeBuild. L'intégration est faite directement. L'autre nouveauté, si vous déployez des applications iOS, iPadOS, tvOS, watchOS et tous les OS d'Apple, vous savez que dans CodeBuild, depuis quelques mois maintenant, vous avez aussi des hosts Mac, donc vous pouvez avoir du macOS dans CodeBuild. Et on supporte macOS 15.2 maintenant pour votre dernier build avec les dernières versions de Fastlane également, qui est un outil d'orchestration de build très populaire pour les applications mobiles Android et iOS, et puis Finch également, qui est installé en alternative de Docker pour pouvoir manipuler des containers. C'est disponible en Ohio, Northern Virginia, Oregon, Francfort pour l'Europe et Sydney. Troisième nouveauté de CodeBuild, disponibilité des environnements Node 22, Python 3.13 et Go. 1.23. Et quatrième et non des moindres nouveautés de CodeBuild, il supporte maintenant les builds non containerisés. Je vais essayer de vous expliquer ça aussi. Donc dans CodeBuild, il y a 2 types de flottes de machines dans lesquelles vous pouvez faire tourner vos builds. Il y a soit des flottes de machines réservées pour vous, où vous devez les allouer, et il n'y a que vos builds à vous qui tourneront. C'est comme ça que vous tournez des Mac notamment, avec des dedicated hosts. Et puis il y a la flotte mutualisée, partagée, multitenant pour tout le monde, où évidemment vos builds ils tournent dans des containers, de manière à ne pas polluer entre guillemets la machine
host en dessous qui de toute façon est nettoyé et sécurisé entre chaque usage de client. Alors c'est bien de tourner des builds dans des containers, mais vous étiez nombreux à nous dire parfois on a besoin que nos builds tournent vraiment sur une VM et pas dans un container parce qu'on a besoin de X, Y, Z. Et bien maintenant il y a moyen d'avoir dans la flotte à la demande, donc une flotte mutualisée, d'avoir des builds qui tournent sur des vraies machines, enfin des vraies machines, des VM en tout cas, et non plus dans des containers. Ces machines sont évidemment renettoyées entre chaque usage de client. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'accéder à des ressources spécifiques du host auxquelles vous n'auriez pas accès à travers un container. Je pense typiquement aux gens, et vous allez me dire, c'est pas la majorité, mais des gens qui développent des device drivers, par exemple, qui ont besoin de faire tourner des tests au niveau du système d'exploitation, ou enfin qui utilisent dans leur chaîne de CI/CD des outils qui ont vraiment besoin d'accès à la machine ou au kernel. Bien voilà, maintenant vous pouvez le faire avec CodeBuild. Et puis de loin, mais alors là de très loin, ma nouveauté préférée de la semaine, elle est sur Cognito qui supporte enfin, après des années qu'on le demandait, la possibilité de personnaliser les tokens d'accès dans les flux machine à machine. Donc Amazon Cognito permet maintenant d'aller mettre des valeurs spécifiques dans les tokens d'accès qui sont générés dans les flux d'authentification machine à machine pour faire du fine-grain authorization dans vos applications, dans vos API. Alors le flux d'autorisation machine à machine, si vous ne connaissez pas, c'est le flux pour les process automatisés. Quand c'est pas un humain qui va se connecter à Cognito avec un username password, c'est une authentification entre deux machines, par exemple pour des tâches de TL, pour des tâches des event-driven, il y a des événements qui arrivent et puis ils doivent obtenir un token pour pouvoir, par exemple, appeler un web service. Les microservices qui s'appellent entre eux ou du streaming, voilà. Donc ça c'est les use cases pour des flux M2M, comme on dit, de machine à machine. Donc c'est quand un système logiciel veut acquérir un token d'accès qui lui donnera accès à un autre microservice, à une ressource par exemple, à une base de données ou à d'autres choses. Donc maintenant vous pouvez customiser les tokens d'accès qui sont générés en allant mettre des claims. Donc des claims c'est un peu les attributs sur l'application cliente qui porte le token, ou des scopes. Les scopes en haut, c'est le niveau d'accès, c'est-à-dire voilà, j'ai un accès admin, ou j'ai un accès read-only, ou j'ai un accès read-write, mais uniquement sur ça. Et donc vous pouvez mettre ces claims ou ces scopes directement dans le token, qui sera porté par le client et donné par le client au serveur. Ça évite que le serveur doive réinterroger Cognito ou un autre système pour comprendre quel est le niveau d'autorisation finalement qu'a le client qui m'apporte ce token qui était tout vide avant, qui disait juste oui, il a autorisation d'accéder, mais on ne sait pas nécessairement à quoi. Il fallait aller chercher cette info dans un autre système. Maintenant, on peut mettre l'info dans le token, ce qui simplifie évidemment énormément la programmation de vos applications côté serveur. Quoi d'autre à dire sur cette capacité-là? Je suis en train de relire le texte. C'est disponible pour tous les utilisateurs Cognito qui sont sur le plan essentiel ou plus dans toutes les régions où Cognito est disponible, à part GovCloud, mais ça ne devrait pas impacter beaucoup d'entre vous qui nous écoutez en français. Voilà, c'était la dernière nouvelle que je voulais partager avec vous cette semaine. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Je vous rappelle la news qui s'est confirmée cette semaine. Le podcast AWS en français sera présent au Summit d'AWS à Paris, à la porte des congrès. On aura un studio d'enregistrement, enfin une table avec des micros et une table de mixage, où on enregistrera des épisodes avec des clients qui font aussi les sessions, les breakout sessions auxquelles vous pouvez assister. Donc passez nous dire bonjour. Et puis voilà, j'espère avoir des autocollants et des trucs comme ça à vous donner. Ça sera mon plaisir de pouvoir vous parler, vous rencontrer également après toutes ces années où je m'immisce entre vos deux oreilles
tous les vendredis matins. La semaine prochaine, vous n'avez pas un, mais 2 podcasts. On parlera Women in Tech avec Women in Data Science. Vous verrez ça sera mercredi le 12, si je compte bien, et le 14, un épisode étonnant où on parlera d'IA générative et comment ça peut aider les développeurs pour faire du code à partir de graphiques, de diagrammes d'application. On donne un diagramme et il nous génère le code. C'est assez étonnant. Ça sera avec Olivier Lemaître qui est le leader, le co-animateur, l'animateur, le créateur du user group de Lille vendredi prochain. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, comme d'habitude, codez-le bien.